Les outils ont pris une part importante dans notre métier et je pense, Léo, que ces outils ont d'ailleurs un peu fait perdre l'âme du métier en tant que tel. On n'est ni plus ni moins des marieurs, on est des agences matrimoniales entre des hommes et des femmes et des organisations. Quand je dis en blaguant qu'il suffit d'aller acheter une plaque dorée et de s'autoproclamer consultant en recrutement, c'est que ça manque de professionnalisme. Le recruteur doit être un élément de fluidification du marché du travail. Bienvenue dans Tam Tam. Je suis Léo Bernard, le co-créateur de Blendy, la formation recrutement pour passer au niveau supérieur. Ce podcast, sponsorisé par Tim Taylor, te permet de découvrir les meilleurs conseils et tips activables par les personnes qui recrutent, comme mes invités, pour les personnes qui recrutent, comme toi. Bonne écoute. Bonjour à toi, Marie-Laure. Bonjour Léo. Comment tu vas ? Très bien. On se retrouve à... Tu sais que grâce à toi, c'est la première fois que je rentre dans la Tour Montparnasse. Tiens donc. On devait avoir rendez-vous à un autre endroit à Paris et Ouais. tu m'as dit rendez-vous 17h Tour Montparnasse. La vue sur Paris la nuit avec la Tour Eiffel illuminée est assez incroyable, je dois dire. Et du coup, tu vois, merci. Magnifique. Enfin, si, en vrai, j'étais allé quand j'avais genre 11 ou 12 ans. C'était ma première fois à Paris, et parce que j'ai pas grandi là. Et du coup, mais je me souviens plus de trop, à part que j'étais ébloui par la vue. Mais du coup, grâce à toi, adulte, je vais dans Montparnasse, donc c'est chouette. Et 52e étage. 52e, c'est pas le deuxième où tu vois Non, rien, non, en effet. mais là, Et on t'as a vu une- sur la gare, c'est chiant. Ouais. Là, tu vois pas la gare. Et en plus, l'avantage de Montparnasse, c'est que c'est le seul endroit de Paris où tu ne vois pas Montparnasse. Ouais. Et ça fait que du coup, c'est une des plus belles vues, n'est-ce pas? Et puis là, on a la vue sur la Tour Eiffel éclairée, donc c'est C'est ouf. On est du bon côté. T'as choisi la salle exprès par rapport à ça. Bah, bien sûr. Magnifique. Content d'enregistrer avec toi. Est-ce que tu peux, en 2-3 minutes, pour les gens qui ne connaissent pas, te présenter? Bon, déjà, je m'appelle Marie-Laure Collet. Je suis chef d'entreprise, originaire de Bretagne. Je suis une femme des territoires, comme j'ai l'habitude de le dire. Et j'ai créé ou racheté, dirigé des TPE-PME dans l'univers des ressources humaines. Et j'ai commencé ma carrière plus particulièrement dans ce qu'on appelle communément la chasse de tête et plus scientifiquement l'approche directe. Ah, ouais, c'est vrai qu'il est moins barbare ce terme approche directe. Ouais, c'est plus Chaque doux. fois, ouais. Quand Élise, tu vois, mon associée, elle se présente en podcast à chaque fois, elle te dit ça, je me dis arrête, ça fait très barbare de dire ça. L'approche directe, c'est sympathique, tu vois. Ouais, l'approche directe, C'est bien. et ça fait aussi bien plus précis et technique que conseiller en recrutement. Parce qu'être conseiller en recrutement, Ça c'est veut tout quelque dire et rien chose. dire. Voilà, mais on Tout à fait. y reviendra. Donc voilà, et qui est-ce que je suis autrement ? Femme, donc chef d'entreprise engagée. Ça, j'aime Oui. bien le terme engagé. C'est quoi toutes tes batailles, du coup, t'es engagée vis-à-vis de Alors quoi? en fait, je me suis toujours engagée justement depuis que j'ai créé ma première entreprise en 2002 sur cette notion très différenciante de ce que sont les territoires les uns par rapport aux autres et dire que on peut être tous français, européens, mais il y a des spécificités locales, territoriales qui font nos différences et lorsque l'on mène différentes politique et notamment une politique de l'emploi, on doit prendre en compte ces différences, ces singularités, parce que on est au service des citoyens et les citoyens, ce qu'il leur faut, c'est un travail qui leur ressemble, dans lequel ils sont bien et qu'on ne leur impose pas, mais qu'ils choisissent aussi par rapport à l'univers dans lequel ils vivent. Et on ne peut pas homogénéiser cette question de l'emploi telle que on veut nous le faire croire sur les grands médias ou dans les enceintes feutrées des grands bureaux parisiens. J'aime beaucoup. Sans citer le nom, l'autre jour, je parlais à une personne qui a créé son cab, qui est partie de Paris et qui ne travaille qu'avec des clients non parisiens. En mode j'en ai marre que tout le business soit à Paris, que le CAC 40 soit ici, les grands groupes, etc. Et donc qui a fait ce choix de travailler qu'avec des clients qui sont hors Paris. Donc elle prend des gens à l'autre bout de la France potentiellement, Voilà. mais elle ne prend pas de gens à Paris. Alors Intéressant. c'est super ce que tu dis parce que ça me permet aussi de dire que moi je n'oppose pas les grands groupes et les Parisiens aux territoriaux, puisque aujourd'hui j'ai la chance de présider une très belle association qui s'appelle l'APEC au niveau Île-de-France. J'en suis la vice-présidente au niveau national après avoir assuré pendant 2 ans la présidence. Donc comme c'est un organisme paritaire, il y a l'alternance. Le territoire francilien est un territoire, donc avec aussi ses spécificités qui accueillent effectivement énormément de grands groupes. 50% des cadres résident en Île-de-France, donc c'est une énorme région, avec aussi ses différences territoriales entre le nord, le sud, l'est et l'ouest de cette région. Mais c'est pour ça que j'insiste, c'est que la notion de collectivité territoriale
qu'elles soient entités-régions ou ce qu'on appelle les EPCI, donc les agglomérations, les métropoles, etc., eh bien, ce sont des territoires qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et j'aime bien, quand je parle de territoire au pluriel, les comparer au corps humain. Un corps humain, c'est une unité. Et ce corps humain, il a des membres et il a des organes. Et en fait, tous les membres sont importants, tous les organes sont importants. Et donc, moi, je replace toujours le territoire local, on va appeler ça le pays. En Bretagne, on parle de différences de pays les uns par rapport aux autres. Par exemple, dans le Finistère, on a le pays bigoudin, on a les capistes, on a les cornouaillais, on a les léonards. Et donc, ça fait des cultures aussi qui sont sensiblement différentes. Mais ces notions de pays qui s'inscrivent dans un département, puis dans une région, puis dans un pays qui est la France, qui elle-même, la France est en Europe, eh bien, tout ça, c'est un maillage essentiel. Et on peut pas mettre de côté l'Europe, on peut pas mettre de côté l'hyperlocal. Et donc, c'est toute cette cohérence. Et j'aime bien comparer ça au corps humain, parce que justement, dans le corps humain, tous les organes sont importants. Et quand d'ailleurs, il y en a un qui est déficient, les autres viennent l'aider. Bien sûr. Et ça, la compensation, elle existe. Eh ben, j'aimerais bien que nos politiques, qui soient européens, nationaux, régionaux, territoriaux, réfléchissent et construisent ensemble sans se battre les uns contre les autres, mais ils doivent se battre ensemble. Et donc ça aussi, c'est une de mes spécificités, c'est que j'ai beau être bretonne, connaître extrêmement bien le tissu économique territorial. Aujourd'hui, j'ai la présidence parce que c'est dans les statuts de l'APEC de l'Île-de-France, chef de file, et je le fais pas toute seule, je le fais avec les membres du conseil d'administration de ce qu'on appelle le CPR, le comité paritaire régional, avec les organismes sociaux, enfin les syndicats de salariés, pardon. Eh bien, quand on mène une réflexion spécifique pour l'Île-de-France, eh bien, elle est faite avec les gens qui cherchent de l'emploi, les cadres du territoire. Trop bien. Et c'est vrai que ce que tu dis est voilà, très vrai. Les territoires, souvent, on les oppose et on a tout à gagner à les mettre ensemble. Surtout que, pour moi, tu vois, j'ai beaucoup bougé une fois que j'ai parti de ma vie d'ado à partir de mes 20 ans. J'ai beaucoup bougé et tu vois les différences et en même temps les complémentarités que tu peux avoir. Donc, je te rejoins à 400%. Et les territoires aussi, on gagne des fois à être plus mis en avant. C'est ce que font des fois, enfin, tu vois, les reproches qui sont faits par les gens qui vivent en dehors de Paris à Paris. C'est que beaucoup de choses sont centralisées. Mais quand tu travailles de concert, c'est intéressant. Le thème d'aujourd'hui, on a décidé ensemble de parler d'un thème qui te tient à cœur, qu'on a appelé « Est-ce qu'il faut une certification de recrutement ?» Avant d'aller dans le dur qu'est cette certification, ma grande question pour toi, elle est, ça fait un bon paquet de temps que tu recrutes. Tu as dit que tu as géré, racheté différentes entreprises. Donc, pas forcément en tant que recruteuse ou RH, mais en tant que dirigeante, tu as dû recruter. Depuis ton premier recrutement jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi les grandes évolutions que tu remarques? Genre vraiment en mode hyper macro, qu'est-ce qui a changé? La première chose qui a changé, évidemment, ce sont les outils. Ça, incontestablement, moi, quand j'ai commencé à faire du recrutement en tant que consultante, en tant que salariée, eh bien, imaginez, je travaillais avec les annuaires d'école papier, avec le Minitel. Alors, à travers le micro, on voit bien que je n'ai pas 25 ans. Et du coup, ce sont des outils qui n'existent plus en tant que tels, qui ont été entièrement numérisés. Moi, j'ai vu l'arrivée ce qu'on appelle les job boards. Oui. Le premier était Monster, je me souviens très bien. Après, on a eu Cadre Emploi. Après, on a eu Westjob en Bretagne notamment, qui est devenu région. Westjob, qui est devenu région Job, qui est devenu Hello Work. Donc, il y a eu cette ascension de ce groupe breton adossé à un quotidien régional très connu. Et il y a eu une multiplicité de sites, des sites spécialisés. Il y a eu aussi des bourses de CV sur toutes les écoles, voilà. Et après, l'avènement d'Internet. Alors moi, j'ai eu des confrères qui, il y a plus de 20 ans, disaient qu'Internet était un effet de mode et que finalement, l'annonce papier telle qu'on la connaissait passée dans l'Express le jeudi, elle a vécu, elle n'existe plus et il existe encore
dans quelques journaux papier des petites annonces qui sont davantage pour faire valoir d'ailleurs la marque employeur des entreprises plutôt que le poste en question. Et c'est vraiment la numérisation, le digital et la multiplicité d'outils. Alors je parle des outils là liés au CV, donc aux candidatures et aux offres d'emploi, mais il y a aussi tous les CV, tous les outils liés à l'évaluation des candidats, que ce soit l'évaluation de leurs compétences, l'évaluation de leur profil psychologique, l'évaluation de la projection de leur potentiel et de leur carrière, la gestion de carrière. Enfin, il y a une multiplicité. Et là, en fait, je pense que tout jeune recruteur qui arrive dans le métier, il peut y perdre son latin. Bien sûr. Entre les outils qui sont pertinents, ceux qui ne sont pas pertinents. Et c'est pas ceux qui finalement se vendent le plus et le moins cher qui sont les plus pertinents. Voilà. Donc en fait, je dis ça parce que les outils ont pris une part importante dans notre métier. Et je pense, Léo, que ces outils ont d'ailleurs un peu fait perdre l'âme du métier en tant que tel. Voilà. Donc ça, c'est le grand changement. Mais en vérité, quand on parle du métier en tant que tel, dans sa structuration, il n'a pas réellement changé. C'est toujours un candidat qui se présente face à un recruteur. C'est toujours une interaction entre à minima 2 personnes. Il peut y avoir plus de personnes en face du candidat, mais c'est toujours finalement une conversation qui s'engage. Alors la conversation, et c'est bien tout là le problème de notre métier, c'est qu'on pense que c'est facile. Or, cette question de recrutement et de conversation, elle est éminemment technique, mais on y reviendra. Donc ce qui a changé, ce sont les outils. Ce qui a changé aussi, c'est la face finalement de la structuration de l'entreprise et des attentes des entreprises face aux candidats. Et inversement, tu pourrais dire, les candidats aussi qui veulent des choses différentes. Ouais. Absolument. Et le candidat attend autre chose aussi au fil des années. Mais j'allais dire que ça, c'est une évolution constante qui date pas d'il y a 20 ans, qui date d'il y a encore beaucoup plus longtemps, sur ce qu'on attend dans le mot travail. Voilà. Et qui changera toujours. Enfin, c'est un renouvellement permanent. Et qui évoluera toujours. Parce que et je peux aussi définir quelque chose qui, enfin, en tout cas, poser là sur la table, quelque chose qui me soucie particulièrement dans le milieu du recrutement, mais pas que, c'est qu'en France, on mélange les définitions du mot travail, du mot emploi, du mot poste, du mot mission, du mot titre, du mot... j'ai oublié. C'est déjà pas mal, t'en fais déjà beaucoup. Ouais, enfin, en tout cas, j'en avais répertorié 7 ou 8. Oui, bien sûr. Et en fait, tous ces mots-là sont employés en dépit du bon sens. Est-ce que tu cherches un travail ou tu cherches un emploi ou est-ce que tu cherches un poste, tu cherches des missions ou tu cherches un job, tu cherches quoi? Et en fait, il y a des définitions très précises sur tous ces mots. Et déjà, si on interrogeait tous les recruteurs sur la définition exacte de on de aurait tous autant ces de mots. définitions que de recruteurs. Ouais, sauf que le problème, il est là. C'est que on ne cherche pas de la même façon des missions, un poste, un titre, une fonction, j'avais oublié le mot fonction, un emploi et du travail. Ouais. C'est-à-dire que la notion de base, c'est le travail. Et la notion du base, quand on cherche un travail, qu'est-ce qu'on exige? C'est tout simplement un échange de flux. Contre ton travail, tu vas toucher une rémunération. Bien sûr. Donc, tu vas faire un effort, parce que travailler, ça demande un effort, physique et ou intellectuel. Et contre cet effort physique et ou intellectuel, tu as une rémunération. Mais ça, finalement, ça n'a pas changé. C'est intangible. Voilà. Après, tout le reste a changé. Et on ne le fait pas dans la même perspective. Avant, on cherchait un travail pour la vie. Aujourd'hui, on cherche un travail peut-être pendant 3 ans. On va peut-être arrêter de travailler pendant 1 an, ce qui fera hurler certaines personnes. Mais il faut le considérer sociologiquement et sociétalement. Les gens ont beaucoup évolué sur leur appréciation et appréhension du travail. Et puis même par rapport aux outils, tu vois, je fais un lien avec ce que tu disais juste avant. Avant, allez, t'avais aucun job quasiment qu'utilisait un ordinateur. Aujourd'hui, n'importe quel quasiment métier que tu fais, tu dois utiliser d'une manière ou d'une autre un écran. T'as quasiment plus de boulot qui sont liés à ça, avec d'autres problèmes de santé. Enfin, tu vois, j'étais chez l'ophtalmo il y a une semaine qui me disait, mais
mais c'est n'importe quoi, c'est de pire en pire, et les gens se tiennent mal, ou que sais-je. Et du coup, tout le travail passe son temps à être révolutionné par les outils, par à la fois de hardware, donc de matériel, et de software, donc le logiciel qu'on va utiliser. Donc tu disais tout à l'heure, il y avait une compétence qu'on pourrait donner aux recruteurs aujourd'hui, ça va être choisir les outils, parce qu'il y en a 12 000, et encore... mais c'est pas la compétence de base. Mais c'est pas la compétence de base. Ma question pour toi, c'est quoi, tu dirais, les 2-3 plus grosses compétences à avoir quand on recrute, outre cette compétence accessoire qui est le choix des outils? Alors, la première compétence, c'est l'empathie. C'est se mettre à l'écoute de l'autre et d'être dans une écoute active. Et là, je vais mettre un pavé dans la mare, sans jugement. C'est-à-dire que le verbe juger et toutes ses déclinaisons dans le recrutement, contrairement à ce qu'on nous dit d'une façon dans le langage courant, doit être banni. Moi, j'ai souvent eu des clients qui m'ont dit, de toute façon, Marie-Laure, on vous fait confiance, c'est à vous de juger. Je dis non, justement, je ne juge pas. Pourquoi ? Parce que le recrutement, c'est tout simplement la mise en relation entre un individu et une structure. Et donc, nous, notre job et la compétence première, c'est d'être en capacité d'apporter cette adéquation. Donc, d'être d'une objectivité irréprochable sur ce que sont les compétences d'un individu au regard d'un cahier des charges qui nous est présenté par l'entreprise, l'association ou l'organisme qui recrute. Et nous, finalement, et ma corporation a horreur que je dise ça, on n'est ni plus ni moins des marieurs, on est des agences matrimoniales entre des hommes et des femmes et des organisations. Et ça, cette compétence, elle est liée à une très grande humilité. C'est-à-dire qu'il faut avoir, tout en ayant du charisme, en ayant des vraies compétences de leadership, puisqu'on doit diriger un entretien, qu'il soit avec le client ou avec le candidat, mais on doit faire preuve d'une empathie et d'un sens de l'analyse conduit par l'humilité, drivé par l'humilité. Okay. Et en fait, il faut avoir, en compétences additionnelle à ce que je viens de dire, une curiosité d'esprit intarissable. Et dans nos métiers, et je pense souvent à Gabin en disant ça, on ne sait jamais. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai beau avoir 58 ans, ça y est, je l'ai dit, ce qui me fait encore briller les yeux tous les matins quand je me lève, c'est que je me dis, bon sang, Marie-Laure, ce soir, quand tu vas te coucher, tu auras encore appris un tas de choses. Et je l'aurais appris de qui ? Certes, des entreprises pour lesquelles je recrute ou que je conseille aujourd'hui, parce que je m'occupe maintenant de la gestion des gouvernances d'entreprise, mais aussi des candidats ou des individus qui composent ces entreprises. Et donc, parce que moi, la compétence métier en tant que telle, je ne l'ai pas. Et c'est aussi pour ça que bien souvent, quand on est focalisé sur une expertise métier ou sectorielle, je me méfie un peu parce que je me dis, on met en avant pour rassurer le client qu'on est expert dans les métiers de la finance, qu'on est expert dans l'industrie. Mais quand on est consultant depuis 20 ans, on n'a plus exercé le métier en tant que tel. Donc, il faut quand même faire preuve d'humilité, il faut se replonger, il faut se réactualiser. Donc, la curiosité est essentielle. Et donc, la troisième compétence pour moi, qui est aussi liée à cette deuxième, donc tout s'enchaîne, c'est être avide de culture générale. Parce que la culture générale nous permet de prendre de la hauteur par rapport justement à notre métier et ce que l'on fait au quotidien pour le secteur pour lequel on recrute, pour le métier pour lequel on recrute. Et la culture générale, c'est quoi ? Ça s'est intéressé à la politique de notre métier, à la géopolitique, à l'économie et aussi à ce qu'il se passe dans le territoire donné sur lequel on recrute. C'est aussi pour ça que je dis que je suis femme des territoires, parce que moi, mon expertise, quand je faisais, je vais parler au passé, réellement du recrutement, j'étais reconnue pour connaître très très bien les tissus économiques, je parle au pluriel, territoriaux de la Bretagne. Parce que, évidemment, le bassin Vantaine n'est pas le bassin Malouin, et pas le bassin Cornouaillais, et pas le bassin Léonard. Et donc, forcément, et puis Rennes et Nantes ont des physionomies de métropole totalement différentes. Clairement. Elles ont beau être à 1 heure de route, elles ne sont pas dans la même région, même si c'est dans la même région historique, mais néanmoins, le tissu économique n'est pas le même.
Trop bien, donc ces trois compétences ensemble forment du coup le gros selon toi, de ce que tu dois savoir faire quand t'es... C'est le socle de Après, base. tu rajoutes plein de Et choses. après, il y a plein de compétences additionnelles dont on parlera plus tard. Mais là, tu m'as demandé les La 2, base. 3. La base, En c'est ça. effet. Tu dirais, donc, outre ces compétences, c'est quoi aujourd'hui les pires erreurs que peuvent commettre quelqu'un qui recrute, ça peut être un recruteur, recruteuse de métier et des RH, ou alors des dirigeants, dirigeantes, managers qui font passer un entretien. C'est quoi, tu penses, les 2-3 erreurs majeures que tu peux faire aujourd'hui en recrutement? Bah, la première, c'est le corollaire de ce que j'ai dit, c'est de penser que le recrutement, c'est quelque chose de facile et qu'il suffit juste de discuter avec quelqu'un pour le recruter et de le trouver sympa et de dire, bah, viens dans mon entreprise, on va faire un bout de chemin ensemble. Tu peux faire un t-shirt avec ce que tu viens de dire, le recrutement, c'est pas facile, et l'envoyer à tous les managers de France, s'il te plaît. Ouais, non, mais évidemment, c'est très difficile. Et d'ailleurs, quand vous parlez à des managers, des dirigeants, des chefs d'entreprise qui ont de la bouteille, ils savent que ce qu'ils retiennent et ce qui leur demande le plus de travail au long cours, c'est cette matière RH. Donc c'est l'humain, parce que l'humain, c'est quelque chose de complexe, c'est absolument pas stable, et il n'y a pas de vérité. Et de moins en moins stable, on pourrait même dire. Ouais, alors je pense que il est plus difficile à décoder, parce qu'aujourd'hui, il est pluriel à l'infini. C'est ça. Alors qu'avant, il y avait des stéréotypes et on mettait un peu les gens dans les cases. Aujourd'hui, toutes les barrières sont tombées et l'individu, il est unique et d'ailleurs, on lui demande d'exister par son unicité. C'est ça. Donc, et par le fait de se démarquer. Bien sûr. Et d'ailleurs, le personal branding, je vais te prendre un exemple d'une loi qui est passée, je crois que c'est de mémoire en 2006, qui n'a jamais eu de décret d'application, donc la loi est caduque. Ouais. C'est le CV anonyme. On disait, pour prôner la non-discrimination, on disait on va enlever le nom, le prénom, la photo, et puis on va mettre des numéros ou une adresse mail qui ne pourra pas identifier, qui se cache derrière le CV. Mais pourquoi ça a été on n'a jamais mis les décrets d'application? C'est qu'on s'est buté tout de suite à la modernisation des outils, où on demandait sur Internet de mettre en valeur son identité et même de se valoriser. Et donc, c'était antinomique au CV anonyme. Clairement. Mais c'était né d'une volonté très louable qui était la non-discrimination. Et ça aussi, c'est une compétence qu'il faut acquérir, il faut connaître. Les 26 critères de non-discrimination. Il faut que tous les recruteurs signent la charte de la diversité, parce que ce qui enrichit une organisation, c'est la diversité des êtres humains. Donc, la pire des choses, c'est de penser déjà que c'est facile. La deuxième pire des choses en recrutement, c'est de penser que l'on peut être consultant en recrutement du jour au lendemain, à savoir aller chez le cordonnier, s'acheter une belle plaque dorée et de s'autoproclamer maître ou maîtresse ou gourou du recrutement sur un secteur ou un métier, tout simplement parce qu'on a fait ce métier. Et d'ailleurs, je vais pas faire offense à la corporation des... lance des noms. des DRH, parce que ce sont... j'en ai beaucoup d'amis, et notamment qui sont liés à l'association très célèbre de la NDRH, qui est une très belle association. C'est que finalement, le passage du métier de RH en entreprise ou DRH au métier de consultant en recrutement n'est pas si facile que ça. C'est facile dans le sens, il n'y a pas de barrière à l'entrée pour le faire, mais c'est pas les mêmes sets de compétences que tu vas avoir, en effet. Ça te force à désapprendre, sinon tu fais mal ton job. D'une part, et d'autre part, et là aussi, on ment beaucoup aux gens qu'on lance dans ces filières RH. Les gens qui font des études avec des majors RH pensent qu'effectivement, vont faire du développement RH. Mais le recrutement et la gestion des carrières n'est qu'une infime partie de ce qu'on demande à notamment un RH en TPE, PME. On va surtout lui demander de s'occuper de l'administration du personnel, donc tous les aspects liés au juridique et aux obligations légales. Et donc, forcément, on en fait aussi beaucoup de déçus. Voilà, parce qu'il n'y a pas que des recruteurs ou des gens qui font du développement des RH dans la fonction RH. Ça se saurait. 100% d'accord. Et du coup, donc, autre en effet écueil que tu peux avoir, et je te rejoins sur les deux, tu vois, nous, c'est ce qu'on répète à chaque formation, à chaque conférence. Ça ne s'improvise pas, c'est pas un truc qu'on prend à la légère, c'est pas un truc qu'on fait à l'arrache, c'est pas facile, le recrutement, contrairement à ce que les gens pensent. Même après X années d'expérience, tu vois, une des phrases que je déteste, c'est des gens, des fois, qui font du recrutement depuis 20 ans et qui me disent, non, mais c'est bon, ça fait 20 ans que j'en fais. C'est la pire phrase, et je passe mon temps à la démonter. Oui, que t'en fais de telle manière, dans ce domaine, avec ton approche à toi. Mais du coup, si demain tu changes, ça sera pas la même chose. C'est exactement ce que j'allais te donner
donné comme troisième Ouais. gros, pas défaut, mais en fait écueil dans ce métier, c'est de croire que parce qu'on l'a fait pendant 20 ans ou 30 ans, on devient un expert du recrutement. Merci. Et non, en fait, et c'est certainement aussi pour ça que j'ai cessé, moi, de produire des missions de recrutement en tant que telles, parce que déjà, comme tout à chacun, je me suis aussi lassée de ce métier et qu'il fallait que je continue à investir énormément dans ma propre formation, justement pour ne pas Bien sûr. me reposer sur mes acquis et de penser que parce que je le faisais d'une certaine façon et que c'était un peu, j'avais peut-être une petite success story autour de notamment Abaca que j'ai créé il y a 23 ans, mais et puis de My Job que j'ai racheté en 2016, mais en fait le truc c'est que non, Marie-Laure, si tu veux toujours être pertinente aujourd'hui, demain, après-demain, il faut continuer à te former, continuer à te remettre en question, tant sur tes pratiques que sur tes fondamentaux. Parce que, et j'avais commencé par là le podcast, c'est en disant, les outils viennent interférer énormément sur nos pratiques. Même si la ligne métier reste la même, les outils nous obligent à faire différemment. Et ce sont aussi les attentes des candidats. 100%. Et je te rejoins là sur tout ce que tu dis. Enfin, vraiment, ça fait plaisir. C'est des trucs que je répète quasiment toutes les semaines, si ce n'est pas tous les jours. Et ça, c'est une bonne transition vers la suite où moi, je t'ai découvert parce qu'il y a un article, du coup, qu'on m'a envoyé où, du coup, tu disais je milite pour une certification au recrutement. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien justement, une certification qui n'est pas non plus immuable, c'est une certification qui, comme beaucoup de certifications, doivent évoluer avec le temps. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai l'habitude de dire aux candidats et à ma corporation et à mes clients, de dire, écoutez, vous êtes malade, vous allez voir qui ? Alors les gens me disent tout de suite, un médecin. D'accord. Donc le médecin, il a quoi ? Il a signé le serment d'Hippocrate. Clairement. Et il y a un ordre des médecins. Ok. Bon, vous avez, vous travaillez, vous avez de l'argent, ok ? Oui. Votre argent, vous le confiez à qui ? À des banquiers. Ah ben oui, mais vous attendez que les banquiers aient une réglementation particulière pour garantir que votre argent, on n'en fait pas n'importe quoi. Bon. Après, vous avez un régime matrimonial ou patrimonial différent. Vous allez voir qui ? Votre notaire. Le notaire, il y avait un ordre des notaires. Ce sont des commissaires de l'État qui ont une responsabilité vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre patrimoine. Oui, quand on et vis-à-vis de l'État. Et puis quand vous avez un litige, avec votre employeur, ou votre client, vous avez un litige avec votre conjoint, vous allez voir qui ? Un avocat. Donc l'avocat, ok. Vous êtes chef d'entreprise. Vous devez produire vos comptes, vous allez voir qui ? Un expert comptable. Comme l'avocat, l'expert comptable, le notaire, le médecin, il y a un ordre. Donc, vous voyez, ce sont les éléments essentiels de la vie. Et pour autant, dans la vie, l'essentiel, c'est aussi votre carrière qui vous permet justement d'avoir du travail, d'avoir de l'argent, d'être bien en famille, d'être en bonne santé, patati patata. Et là, vous confiez votre carrière à des charlatans ? Tous les recruteurs de France sont des charlatans. Non, mais c'est une blague. Non, mais je force le trait bien sûr, exprès, Léo. Je sais bien. Et je pense que les auditeurs comprendront que c'est ironique ce que je dis. Évidemment. Mais c'est pour forcer le trait en disant que vous allez parler de votre carrière à quelqu'un qui n'a pas de formation spécifique, qui ne se remet pas au goût du jour, qui n'a pas RGPD, qui n'a pas signé de charte de confidentialité, qui vont juste dire ça reste entre nous. Vous inquiétez pas. Tout ce qui se dit dans ce bureau ne sortira pas de ce bureau. Bah oui, mais si jamais ça te sort de ce bureau, qu'est-ce que vous faites ? Oh rien. On passe à autre chose. Si, non, mais vous portez plainte, d'accord, mais quelle preuve ? Bien sûr. Il n'y a rien. Bon, donc je me dis, nous on fait un métier, qui est beaucoup plus technique que ce que l'on pense. Ça va au-delà de la conversation. Tout à fait. Premièrement, il y a un vrai process. Et le Syntec l'a écrit. Le Syntec, qui est donc le syndicat professionnel dans lequel je suis depuis 25 ans, il y a des formations spécifiques. Il y a la charte du recrutement responsable. Il y a une certification aujourd'hui européenne qui est le CERC délivré par l'EXA, qui est le certificat européen. Mais néanmoins, ça reste une certification relativement légère de mon point de vue. Et moi, je voudrais qu'on aille bien plus loin avec une certification qui soit une certification française. Et pourquoi ? Parce que notre droit français, notamment notre législation liée au Code du travail, elle est complexe, mais elle est aussi essentielle. Je prends
l'exemple de tout à l'heure. Est-ce que, si on demande à un recruteur quels sont, de citer tous les critères liés à la non-discrimination, est-ce qu'il est en mesure de les citer sans faire d'erreur? Déjà, Souvent, je ne le pense une pas. dizaine d'informations à peu près qui sortent, pas plus. Je ne le pense pas, premièrement. Deuxièmement, les questions, vous avez le droit ou pas le droit de poser à un candidat. Ce que vous avez le droit d'écrire ou de pas écrire. L'interprétation que vous faites de ce qu'il vous dit, comment est-ce que vous le retranscrivez au client? Parce que vous interprétez bien souvent les propos. C'est de l'interprétation plus que de l'analyse. Bien sûr. Ensuite, quand vous lui faites un débrief de test, si vous êtes quand même assez professionnel pour lui faire un débrief de test, comment est-ce que vous faites cette restitution? De la même façon, tu parlais tout à l'heure de la RGPD. Est-ce que les recruteurs respectent le RGPD? Beaucoup savent pas ce que c'est déjà. Est-ce que la CNIL peut venir mettre son nez tous les jours dans ce que vous gardez sur votre système d'information? Et puis, derrière tout ça, il y a également le fait de dire que vos compétences à vous sont en adéquation avec les attentes et de votre client et de votre candidat. Parce que le candidat qui vient vous parler de son métier que vous ne connaissez pas parce qu'il y a des anglicismes dans tous les sens, voilà. Est-ce que vous vous reposez sur les 444 familles de métiers répertoriées par le ROM 4.0 qui est travaillé à la fois par France Travail et par la PEC, notamment? Est-ce que vous avez une définition précise de ce sont les compétences essentielles et compétences connexes? Voilà. Et bien tout ça, il faut être en mesure de pouvoir dire que oui, vous êtes à jour de ces compétences. Et côté client, il faut savoir aussi analyser ce qu'est une fiche de poste. Combien de recruteurs prennent la fiche de poste que lui donne son client sans le re-questionner en amont? Ah ben oui, j'ai sorti la fiche de poste qui datait de 5 ans, vous me recrutez le même. C'est la même. Oui, et puis vous me recrutez le même, il était très bien. Jean-Michel numéro 2. Il est parti, oui, Jean-Michel, on va dire parler de Jean-Michel. Jean-Michel numéro 2. Et puis voilà. Puis alors en plus, on va vous dire, ah bah oui, puis Jean-Michel, ce serait bien que ce soit une femme parce que finalement j'ai trop d'hommes dans ma... Puis finalement, un jeune, j'en veux pas parce qu'il va pas rester, mais un plus senior, oui, ok, d'accord, parce qu'il va être plus fidèle. Et puis bon, moi je suis pas raciste, hein. Mais bon, vous voyez bien comment c'est ici, hein, donc... Alors là... Mais et si malheureusement, c'est du quotidien, ça. Enfin, on pense qu'on exagère. En fait, mais... Léo, le grand problème de notre métier, c'est qu'on est payé par nos clients. Donc, combien de recruteurs obéissent au doigt et à l'œil à ce que demande le client? Un peu trop. On a vu je sais plus si c'était SOS Racisme ou je crois que c'était SOS Racisme qui avait justement sorti ces stats-là, justement en montrant que dans une boîte, je ne saurais plus dire laquelle de recrutement, il y avait X pourcentage de personnes qui étaient OK pour aller avec des clients qui ont ouvertement des propos homophobes, racistes ou que sais-je, et ça pas que ça dérangeait pas, ça les dérangeait, mais ils le faisaient parce qu'en effet, ils sont payés par ces mêmes clients. Ah oui, ça me fait penser que j'ai oublié une compétence essentielle pour faire notre métier. Il faut être pédagogue. Ah oui. Il faut être pédagogue. Pourquoi? Parce que ce que tu dis, c'est vrai, parce qu'il faut faire de la pédagogie par rapport à ses clients. Parce que, justement, si on avait une certification, moi j'ai souvent dit, j'ai eu l'occasion d'échanger avec quelques ministres du Travail, qui n'ont pas trouvé débile d'ailleurs mon idée, c'est de dire que, quelque part, si on mettait une certification sur notre métier, donc on allait un petit peu plus loin, j'en avais parlé avec la ministre Muriel Pénicaud, je garde un excellent souvenir de cette ministre, parce que sa loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, lorsqu'elle a notamment certifié à la fois les organismes de formation et les organismes de bilan de compétences et qu'elle a mis en place ce fameux Calliope, je lui ai dit, écoutez, Madame la Ministre, c'est super, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que la personne qui veut s'interroger sur sa carrière, qui veut se faire un bilan de compétences, ok, il va voir un organisme Calliope, top. Il va se reformer sur un autre métier, ok, hop, Calliope, c'est bien. Mais quand il va se retrouver face à un recruteur qui est finalement l'articulation entre ce qu'il a fait, sa carrière, et l'emploi, eh bien, il va se retrouver face à des gens qui vont être discriminants et qui vont pas avoir Calliope. Et donc, c'est un peu bizarre, ça va pas jusqu'au bout. Et elle m'avait dit, ah bah oui, c'est pas bête. Mais bon, le truc, c'est que, c'est pour ça, moi, je voudrais vraiment qu'on aille sur, alors,
inventer peut-être un Calliope ou autre chose qu'un Calliope, mais en tout cas certifié. Mieux qu'un Calliope, parce que c'est la certification qui juge les formations, mais qui ne juge pas, par exemple, la pédagogie et le contenu. Moi, c'est ce qui m'énerve dans Calliope, c'est que ça juge beaucoup d'autres choses que le cœur d'une formation. Je pense que parce qu'il y a eu aussi des dérives, il y a eu aussi beaucoup de... Il y a aussi beaucoup de... c'est des fonds publics en jeu, donc... Il y a aussi beaucoup de choses derrière Calliope qui ont fait transgresser le truc. Mais ça ressemblerait à quoi, du coup, cette certification, alors moi j'imagine très bien, déjà, que ce soit assorti d'une formation théorique très étayée, c'est-à-dire que on peut avoir fait une école de commerce, une école d'ingénieur, une université, qu'on ait un module qui soit porté par la profession, et pourquoi pas par notre syndicat professionnel qui est le Syntec, on peut rêver, qui délivre à la fois les formations pour les chargés de recrutement, les chargés de recherche, les consultants en recrutement, mais aussi en interne dans les entreprises, qu'on ait des gens dans l'entreprise qui ait la certification aux côtés, ça peut être le DRH, le RRH, ou ça peut être un expert qui vient ou à temps partagé, enfin bon bref, en tout cas quelqu'un qui donne, qui soit en mesure de dire que non seulement elle a eu cette formation théorique, que cette formation n'est pas une formation ornementale, mais qu'elle soit une formation de fond, assortie d'une certif, donc un espèce de diplôme en tout cas, et qu'elle soit réactualisée tous les 5 ans, parce que ça me semble un bon delta sur l'évolution du métier, et c'est pas trop dérangeant 5 ans, on va dire entre 3 et 5 ans, et qu'en contrepartie, on nous donne la responsabilité à minima de la non-discrimination. Et qu'on ait justement, par rapport aux entreprises, cette nécessaire pédagogie faite aux dirigeants, parce que moi je veux pas qu'on tape sur le dirigeant. Le dirigeant, il peut pas connaître notre métier. Il fait 1000 jobs en même temps. Pour être aujourd'hui dirigeant, tu fais ton compta, ton marketing, ton commercial. Donc le dirigeant, on ne peut pas lui en vouloir de pas 100%. Connaître ça. Donc ça valoriserait notre métier, parce que du coup ça nous ferait travailler. Mais ça nous permettrait aussi de dire aux dirigeants, vous savez, quand vous recrutez, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et par contre, vous pouvez faire ça. Et en plus, on irait jusqu'à lui donner des outils managériaux par rapport à ces gens qu'ils ne connaissent pas. Parce que qu'est-ce qui oblige, entre guillemets, le dirigeant à recruter quelqu'un comme Jean-Michel qui était là depuis 5 ans? C'est tout simplement parce que il connaît, il sait, et comme il connaît et comme il sait, eh bien, il pense, mais c'est utopique, il pense qu'il va avoir moins de travail dans l'intégration, dans le fait de le former pour qu'il soit tout de suite opérationnel et donc, entre guillemets, rentable, puisque c'est ce que va chercher en premier point un patron. Il recrute parce qu'il a un besoin, et le besoin, faut le rendre tout de suite, parce que derrière le patron, il a des clients, il doit fournir soit des produits, soit des services. Donc, quelque part, c'est juste pragmatique. Et en contrepartie, on nous ficherait la paix sur nos honoraires, mais au moins, on professionnaliserait le métier. Parce que c'est ce que je reproche dans notre corporation, quand je dis en blaguant qu'il suffit d'aller acheter une plaque dorée et de s'autoproclamer consultant en recrutement, c'est que ça manque de professionnalisme. Et le professionnalisme, certes, on l'acquiert avec les années, mais on l'acquiert comment ? Moi, pourquoi je suis si attachée au Syntec ? C'est que moi, j'ai énormément progressé avec ma corporation. Moi, mes confrères et mes consoeurs m'ont beaucoup appris. Les formations qui ont été dispensées par le Syntec m'ont beaucoup appris. Le fait d'être toujours alerte aussi avec l'évolution de la législation, c'est essentiel. Connaître à minima la législation liée à notre métier. Ça, et au métier des gens pour lesquels on recrute. Et ça, personne ne l'apprend jamais. En fait, les gens apprennent sur le tas. Et encore, quand ils ont les bonnes informations. Et ils apprennent sur le tas avec leurs propres croyances. Tout à fait. Et c'est donc des croyances limitantes. Voilà. Mais je te rejoins à 100% dans ce que tu dis. Tu vois, nous, c'est notre bataille avec Élise de entre guillemets compenser ça, vu que ce qu'on fait, c'est de la formation en recrutement, parce qu'il n'y a pas de formation en recrutement qui existe, en tout cas en formation initiale. Tu as une formation RH, et en RH, les modules recrutement, c'est maximum 12 heures sur 1 an, ce qui n'est pas énorme. Et surtout, c'est très théorique, c'est complètement abstrait et pas lié à la réalité du terrain. Donc 100% d'accord là-dessus. Et pareil, tu as notre livre porte ce nom de permis de recruter, parce que c'est ce qu'on pense qu'il
faudrait que tout le monde ait son permis de recruter. Bon, j'ai rajouté un gros mot devant, mais tu m'as compris. Et donc, tout le monde qui recrute, et j'aurais poussé ton idée encore plus loin en disant que, certes, les dirigeantes, c'est trop leur demander. Par contre, les managers intermédiaires, pour moi, devraient aussi passer, en tout cas, une version plus légère de cette certification, parce que c'est eux qui, souvent, en fait, vont avoir des mauvaises pratiques. Et ils le savent. Et en fait, nous, on forme de plus en plus de gens qui sont managers, qui ne sont pas RH recruteurs, qui sont, je sais pas, genre une DAF ou un DRH, et qui vont te dire, bah moi, vas-y, apprends-moi, je sais pas faire en fait. Ouais. Et c'est là où c'est le paradoxe, c'est que c'est eux qui ont le plus d'impact auprès des candidats, c'est eux qui sortent les plus grosses dingueries en entretien, et c'est eux du coup qui méritent plus d'être formés sur en tout cas le volet entretien. Surtout qu'ils sont aussi candidats à un moment donné de évidemment, leur vie. Évidemment. Et donc en fait, c'est pour ça que je te disais que la compétence c'était la pédagogie également, puisque quand tu vas accompagner un manager sur le recrutement, eh bien, tu le formes implicitement. Donc, c'est pour ça que dans notre métier d'intermédiation de l'emploi, et je l'ai beaucoup dit, notamment quand j'ai pris la présidence de l'APEC, et j'assume le fait que finalement, quelque part, nous empêchons cette fluidité du marché de l'emploi. Parce que si on était beaucoup plus ouvert, si on était beaucoup plus professionnel, si on était on avait toutes ces compétences dont j'ai parlé tout à l'heure en débutant cette interview, c'est de se dire que le recruteur doit être un élément de fluidification du marché du travail. Et là encore, dans la posture, c'est un échange d'égal à égal. Quand on est marieur, entre guillemets, on est d'égal à égal et on est juste l'intermédiaire qui permet le mariage. Et l'image est assez bonne parce que quand tu présentes une personne à une organisation, finalement, il y a un contrat qui va s'opérer. La période d'essai, pour moi, c'est les fiançailles. Ouais. Pour moi, le CDI, c'est le mariage. Hein. Et ça finit souvent en divorce au bout d'un moment. Et oui, mais le divorce, il se gère avec un outplacement. Hein, il y a aussi une façon de quitter l'entreprise. Ou un autre recruteur, tout simplement, qui va aller proposer une opportunité. Mais dans ces cas-là, oui, mais dans ces cas-là, il y a vraiment une question qui tourne autour de cet échange qui doit... finalement, qui n'est pas hors propos dans le monde dans lequel on est, qui est complètement intégré dans notre vie quotidienne. C'est trop intéressant et je pense qu'on pourrait parler de 2 heures de ce sujet de certif. J'ai une dernière question pour toi parce que notre chrono tourne. La dernière question, elle est, toi du coup, tu me disais, tu as vu l'évolution des métiers dont tu parlais des outils tout à l'heure, etc. Tu penses que le métier de recruteur, dans 5-10 ans, il ressemblera à quoi? Donc évidemment, d'ici là, on aura réussi à faire valider une certification avec le futur ministère du Travail. D'ailleurs, j'ai pas regardé là, à l'heure où on enregistre, il y a peut-être une censure qui est en train d'être votée. On sait pas à quoi ça ressemblera dans les prochaines années. À quoi ressemblera le métier dans les 5-10 ans selon toi? Alors, il y a une chose qui a beaucoup changé, qui à mon avis change, c'est le rythme. C'est-à-dire que comme on est dans un monde où le temps est compté, c'est-à-dire que tout va beaucoup plus vite, on s'aperçoit que les outils qui nous sont proposés aujourd'hui, et notamment avec l'intelligence artificielle, c'est des outils de facilitation et qu'il nous faut gagner beaucoup de temps. Donc, le métier va énormément changer parce qu'il va être accessible à des gens qui se seront formés aux bons outils. Néanmoins, il sera toujours important de prendre le temps. On me demande souvent pourquoi les entretiens de recrutement durent 1 heure. Et moi, j'explique que c'est tout simplement parce que quand vous êtes plus d'1 heure avec une personne, si vous restez 1h30 ou 2 heures dans un entretien, quand vous êtes en face à face, quand vous êtes tout seul, vous tombez finalement dans la subjectivité parce que vous êtes embarqué par l'autre. Vous croyez à son histoire, vous n'êtes plus en alerte intellectuelle. Donc 1 heure, c'est bien. Mais dans l'heure en question, vous avez les 5 premières minutes où vous brisez la glace, 5 autres minutes où vous donnez le ton et que vous mettez le candidat dans une perspective, qu'est-ce que je vais chercher, où est-ce que je l'amène. Vous travaillez après vraiment une demi-heure, dire entre 30 et 40 minutes, et après, il est temps de se quitter correctement. Et donc, moins d'1 heure, évidemment, quand vous avez un jeune diplômé, vous pouvez l'avoir pendant 40-45 minutes, vous avez fait le tour. Quelqu'un qui a une carrière de 30 ans, vous allez peut-être rester 1h15. Mais, vous voyez ce que je veux dire, notre cerveau ne permet pas d'être attentif
au-delà d'1 heure à une personne, Bien sûr. avec ces éléments, j'allais dire, finalement, d'amortissage, finalement, au début et à la fin de l'entretien. Et si vous donnez le même temps à tout le monde, vous restez très objectif. Il ne s'agit pas de recruter quelqu'un en 3 minutes et demie et l'autre de le mettre à la porte parce que pendant 1 heure, il vous a gonflé. Donc, je force là encore le trait, je suis caricaturale, vous m'excuserez, mais c'est vraiment dans cet ordre-là. Donc, dire que le process de recrutement doit être le même pour tout le monde, le process, la façon de traiter les candidatures, quelle que soit l'origine de la candidature, doit être traitée de la même façon pour être le plus objectif possible. Donc ça, quelque part, c'est intangible. En revanche, dans 5 ans, dans 10 ans, les outils encore auront évolué, oui. Les organisations auront évolué, le contexte économique aura évolué, les métiers se seront transformés sur 2 grandes composantes, à la fois le digital, donc l'IAG notamment, l'intelligence artificielle générative, mais aussi ce que moi j'aime parler de TR3E, donc des transitions écologiques, environnementales et énergétiques, qui seront des composantes fortes dans chacune des lignes métiers. Et donc tout ça fait que il y aura certainement encore autre chose. Hein. Il y aura l'intergénérationnel, l'interculturel qui sera encore plus prégnant. Voilà, bon, donc, Est-ce qu'on peut dire que c'est business as usual en fait, genre ça change tout le temps. Exactement. Et moi, c'est la raison pour laquelle j'aime pas les théories générationnelles, parce que ça met les gens dans des cases et ça veut absolument rien dire. C'est pas parce que t'es Gen Z que tu te comportes comme ça, parce que t'es un boomer que tu te comportes comme ci. Et en fait, c'est le monde qui change et les gens qui s'adaptent plus ou moins bien en fonction de leur âge, / de leur milieu de vie, / de leur territoire. Comme ça, on boucle totalement, là on était sur le début de l'épisode. Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que tu as un dernier conseil à rajouter, des gens qui nous écoutent principalement dans le podcast, c'est des recruteurs, des recruteuses, des RH, un petit peu de dirigeantes qui me disent des fois qu'ils écoutent quand ils ont un épisode qui leur plaît, peut-être que celui-là leur plaira. Est-ce que tu as un conseil à donner aujourd'hui pour une personne qui recrute pour clôturer l'épisode? En fait, c'est difficile de donner en plus un seul conseil. Non, mais en fait, parce que le conseil du recruteur, il est pluriel. Il doit s'adapter aux interlocuteurs que nous avons. Donc, l'adaptabilité, je reparle de l'écoute, bien évidemment, et puis ne jamais oublier qu'on ne sait jamais. Oh, magnifique. On finit sur une belle citation. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est beau. Merci beaucoup d'être venu de m'avoir rejoint à Montparnasse avec la Tour Eiffel qui brille. T'as vu depuis quelques minutes, ce qui est quand même très stylé. Merci à toi. C'était un vrai plaisir. J'espère que on verra une certification de recrutement dans les prochaines années. J'aimerais bien. Mais avec plaisir. Moi, je serai ton premier soldat en première ligne pour aller se battre là-dessus, parce que je pense que c'est un truc qui est crucial et un rêve que j'ai moi depuis que je suis étudiant, donc j'espère qu'on arrivera un jour à faire ça. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt Léo, merci beaucoup. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.